L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le gouvernement, le CUSEMS, des parents, des élèves, des ONG, qu'ils discutent, qu'ils règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école. Radio Sénégal International fait la lumière. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Radio Sénégal International et à votre émission École en question. Notre invité aujourd'hui est journaliste, c'est un confrère, il est écrivain, docteur en sociologie. Il est né à Saint-Louis et a grandi à Ziguinchor. Depuis une quinzaine d'années, il vit en France. El Hadji Souleymane Gassama, bonjour. Bonjour mon cher Arona. Vous signez sous le nom de Elgas. Et justement, pourquoi Elgas ? Oh, c'est très simple. Quand j'étais à Ziguinchor, où j'ai grandi donc, je suis né, comme vous l'avez dit, à Saint-Louis. Et ensuite, à un an, je suis parti à Ziguinchor. Et je m'appelle El Hadji Souleymane Gassama. Et j'ai une amie qui m'appelait très régulièrement Elgas. C'est une contraction, en fait, du L, de El Hadji, et la première syllabe de Gassama, Gas, donc qui donne Elgas. Et donc j'ai voulu garder en fait ce pseudonyme pour l'écriture de mes livres. Quand je signe mes papiers, comme vous l'avez dit aussi, je suis journaliste, j'ai fait pas mal de chroniques pour la presse sénégalaise. Donc voilà, c'est arrivé comme ça, tout à fait par hasard, et c'est une habitude et une tradition que j'ai gardée, et j'espère la garder encore longtemps. Ok, alors quand je vous ai appelé pour vous inviter à cette émission, vous étiez en Casamance, à Ziguinchor. Parlons de vos retours au pays. Sont-ils si importants pour vous ? C'est essentiel, c'est pas uniquement important. Je pense que rentrer chez soi, c'est le maintien du lien en fait permanent avec le pays. Vous savez, un pays, on ne le quitte jamais véritablement, même si on décide de s'exiler pour de bon, on a des attaches, on a une langue, on a une famille, on a des amis, on a des souvenirs. Ça fait en fait tout un nombre de choses qui nous lient de manière presque éternelle, je veux dire, à la terre. Et moi, c'est vrai, je viens régulièrement pour rendre visite à mes amis, suite parfois à des invitations, que ce soit médiatiques ou pour le plan purement professionnel ou pour le plan de mes activités littéraires. Donc c'est toujours un bonheur inégalé de rentrer chez soi, de redécouvrir voilà, toutes ces affections, toutes ces personnes qu'on a laissées. Et donc c'est pourquoi j'essaie de rentrer maintenant régulièrement, parce que j'essaie aussi d'avoir une carrière littéraire qui porte ici, parce que j'ai fait un constat. De manière générale, le grand problème un peu des intellectuels, des écrivains africains de manière beaucoup plus générale, c'est d'avoir un ancrage dans leur pays, d'avoir une relation assez saine, assez directe, assez régulière avec le lectorat. Et en revenant régulièrement, j'arrive maintenant à tisser cette relation, à la rendre un peu plus solide, à la rendre un peu plus, je veux dire, constante. Et c'est vrai que j'y tire un grand plaisir. Et l'accueil pour preuve que je reçois ici aux signatures, aux interpellations, aux invitations, à la réception des diverses productions que je peux faire, tout ça m'encourage à continuer à pérenniser ce retour-là. En tout cas, vous venez de publier Mal Noir aux éditions Vadja. Il s'agit en fait de votre premier roman. Nous allons nous intéresser au titre, aussi à la couverture. Mais d'abord, pourquoi Mal Noir et pas L'homme noir ? Oui, alors, c'est une question parfaitement légitime. Moi j'ai choisi ce titre parce que vous savez, ce titre est connoté. Quand on voit Mal Noir, c'est peut-être énigmatique, c'est parfois mystérieux. Incitatif, bah écoutez, c'est le journaliste. C'est le journaliste. Mais pour le coup, là, c'est plutôt le romancier qui a le plus écrit. Mais c'est une invitation, c'est-à-dire, le narrateur du livre essaie de tenter une expérience, en quelque sorte, de découverte de toutes les ressources affectives qu'il peut avoir. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'histoires préécrites sur la condition de l'homme noir, sur ses attributs, sur parfois ce qu'il peut représenter au sein de sa communauté comme à l'extérieur de sa communauté. Et donc, donner ce titre Mal Noir, c'est souligner justement cette expression, cette perception parfois instinctive, quasi bestiale que l'on peut donner aux hommes noirs. Et tout le livre, en partant de ce que vous avez appelé un titre incitatif, en partant justement de cette parcelle
je vais dire, de la complexité de l'être humain et de l'être noir, débouche sur une expérience beaucoup plus complexe. Et justement, le titre est une ouverture, mais ce n'est pas un horizon. On n'y arrive pas, c'est une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée nous entraîne dans un roman où il est question d'énormément de choses. Où justement, les mâles noirs, les hommes blancs, les femmes noires, les femmes blanches cohabitent. Et dans cette cohabitation, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de montrer que finalement, face aux questions affectives, face aux questions du ressort amoureux, les hommes sont finalement très communs et parfaitement banals, si on veut dire. Quelle que soit leur couleur, quel que soit leur territoire d'origine, et quel que soit bien sûr leurs engagements à la fois religieux et spirituels. Il y a quand même une essence humaine qui se fout de toutes les couleurs. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qui peut contrecarrer beaucoup de problématiques sur les confrontations civilisationnelles ou raciales que l'on voit parfois pointer le bout de leur nez sur l'agenda médiatique. Et la couverture, c'est vous qui l'avez choisie ou c'est votre éditeur ? Alors, c'est mon éditeur, éditeur. Comme la tradition le veut. L'éditeur choisit la couverture, la mise en page, fait la communication aussi. Donc, c'est un éditeur très professionnel qui le fait. Quand on m'a suggéré cette couverture, je l'ai trouvée très parlante. Elle l'interpelle tout de suite. Et oui, j'ai adhéré tout de suite à l'idée de cette couverture. Et je m'empresse de dire, on est certes à la radio pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais. C'est vous qui êtes sur l'image. Ce n'est pas moi. Voilà, c'est pas moi du tout. Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance un peu partielle, mais ce n'est pas du tout moi sur la couverture. Alors, comme on peut le voir, votre roman parle de la problématique de l'homme, il parle également de la femme noire, blanche, on en a parlé tantôt, pour dire que vous parlez d'amour, mais pas que. Exactement, vous avez perçu en fait la chose essentielle, je crois, dans ce livre-là. L'amour, c'est un élément qui relève presque du détail en quelque sorte dans l'ensemble du livre. L'ensemble du livre essaie d'interroger la question et la notion d'aimer. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Est-ce que quand on grandit dans nos familles, dans nos confrontations, dans nos rencontres, dans nos relations de divers ordres, on apprend à aimer. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer, justement ? On a une forme de certitude comme ça qui nous envahit. Mais justement, moi, je me suis rendu compte, à travers une expérience, on va dire, nourrie de faits vécus personnellement, comme de faits aussi que j'ai captés dans mes fréquentations, que face à l'amour, nous avons parfois quelques ressources qui sont gelées et l'empathie qui est un peu froide. Et donc, essayer de chercher cette clé libératrice de cette force affective, oui, c'est la quête que fait le narrateur dans ce livre-là. Alors, aussi loin que je me souvienne, on ne m'a jamais appris à aimer. Je dois dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Alors, c'est sur cette sentence que s'ouvre Mâle Noir. Et le narrateur d'ajouter que l'option était valable sans promesse certaine. Je crus donc qu'il était plus raisonnable de procéder ainsi. Apprendre moi-même à aimer. Pourquoi il lui était si difficile d'aimer ? C'est une question très complexe. Vous savez, la question des sentiments, si on avait des réponses à nos questions, ce serait très simple. Vous savez, quand on ressent à peu près rien, quand on a l'empathie un peu figée, quand on n'arrive pas à éprouver des émotions que d'autres peuvent vivre et tout le reste, on peut se demander si on est parfaitement normal. Si par rapport aux autres, ce que l'on voit, on n'est pas des personnages un peu étranges. Et pourquoi il est difficile d'aimer ? Parce que je pense qu'il y a en fait à rattacher aussi aux influences culturelles dans le milieu dans lequel on évolue. C'est-à-dire, l'amour ne se dit pas beaucoup, il est captif parfois du silence, il y a une forme de pudeur masculine où les émotions ne doivent pas parfois être exprimées. L'homme se doit d'être en totale dignité à chaque fois, même quand il souffre, même quand il est blessé, il doit offrir ce visage-là. Ce qu'on ne retrouve pas forcément parfois chez les femmes, où on peut laisser parfois même dans nos perceptions culturelles, un peu plus d'émotion, un peu plus d'affection, un peu plus d'expression, justement. Cette chaleur maternelle, cette chaleur féminine, cette chaleur que l'on peut voir entre une femme et son enfant et tout le reste, et qui est très belle, qu'on peut voir d'ailleurs entre les femmes quand elles sont amies ou quand les femmes aiment, justement, n'a pas forcément une réciproque d'une même égalité quand il s'agit des hommes. Et donc, pourquoi nous, sur ces questions-là, on semble un peu handicapé par quelque chose. Et cette difficulté-là, c'est un peu l'intrigue
du roman. C'est une des intrigues du roman. Et justement, ce sont des chemins un peu de traverse, des chemins parfois escarpés, des chemins pleins de boue. On voit le narrateur s'enliser, on voit le narrateur souffrir, on le voit parfois jubiler. Et je pense que c'est une trajectoire très, 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 très humaine et très simple, très commune en quelque sorte. On ne va pas déflorer tout ce qui est dit dans le livre pour permettre à nos auditeurs d'aller chercher ce livre et le lire, mais dans un journal qui s'étend sur une année décembre 2017-décembre 2018, le narrateur, un jeune homme noir, universitaire lettré et à l'armature intellectuelle solide, relate les faits marquants de sa vie dont l'amour occupe une place prépondérante. On ne lui connaît ni nom ni prénom, on sait seulement qu'il est sénégalais, fraîchement docteur dans une discipline des sciences humaines, passionné de littérature, trentenaire. C'est aussi cet ouvrage, il est entouré de mystères, Elgas. Oui, vous savez, parfois les mystères sont un peu transparents. Vous savez, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. C'est vrai qu'il y a des éléments entre le narrateur et l'auteur, il y a parfois quelques ressemblances troublantes. Donc j'ai voulu ne pas donner à mon héros ou à mon anti-héros, ça dépendra des lecteurs, une certaine forme de liberté absolue, d'apprécier, de voir si dans les propos du narrateur, dans ses expériences, on peut se voir parfois. Et donc du coup, ça laisse une matière en fait qui est très très souple, que chaque lecteur peut étendre s'il veut, comme une matière un peu plastique, qu'on peut étirer comme on veut. Et vous savez, le livre, une fois que l'auteur l'écrit, il ne lui appartient plus. Ouais. Il appartient à ceux qui le lisent, et ceux qui le lisent peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce que la compréhension qu'ils en ont, les émotions que ça peut susciter chez eux, ça leur appartient. Et moi, j'ai envie que ce bal noir-là soit justement de la matière presque, vous dites, c'est... votre émission, c'est un peu l'école, comme vous le dites. L'école en question. Voilà, l'école en question. C'est exactement ça. C'est un peu l'idée même un peu de l'enfance. On leur donne quelque chose et on peut le pétrir, on peut essayer de le peaufiner, on peut essayer de jouer avec, on peut essayer de réfléchir avec. Donc c'est pourquoi les tonalités qu'on peut retrouver dans le livre sont très très différentes. Et je suis content de pouvoir en parler dans une émission comme cela, parce que justement, c'est un apprentissage. C'est un livre, c'est un roman d'apprentissage sur la question affective et la question de l'empathie. Et c'est pourquoi que le narrateur flotte comme ça dans un îlot presque indéfini, je pense que ça ne lui donne aucun ancrage, il n'a aucun poids, et donc ça débouche sur autre chose que je pourchasse dans ce livre-là, c'est la quête de la liberté. On va y revenir, élevé dans un milieu où la conception de l'amour diffère de l'occidental, où précisément on ne montre pas ses émotions. Le jeune homme amateur de Freuden se sent inapte à la noble émotion. C'est finalement un problème de civilisation, de culture, je ne sais plus encore. La preuve, sa mère le lui dira un jour, les affaires de cœur, ça ne se déballe pas sur la place publique. Ce n'est pas parce que je ne t'ai jamais dit je t'aime que je ne le ressens pas. Justement. Vous savez, si on avait une boule de cristal et si on avait des lunettes pour voir dans le cœur des gens, ce serait très simple. Le cœur, c'est un organe formidable, et puis ce que l'on ressent, les émotions sont très fortes. Mais justement, est-ce que si quelqu'un vous aime profondément, sans vous le dire, est-ce que vous pouvez le savoir? Non. Voilà une des questions. C'est-à-dire, l'amour s'exprime, à un moment donné. Il faut le dire. Si on le laisse dans le silence, il meurt en quelque sorte. Ou s'il ne meurt pas, en tout cas, il ne se développe pas. Voilà. D'autant plus que nous, justement, les signes que l'on peut avoir sont des signes qui sont parfois entravés, qui sont un peu empêchés. Et justement, le dialogue entre le narrateur et sa mère dans ce livre-là est très intéressant. Il parle de l'amour, des conceptions différentes de l'amour qu'ils ont. Et les arguments de la mère du narrateur sont des arguments très forts. C'est des arguments très solides. C'est des arguments qui font d'ailleurs un dialogue très complexe. Et ça fait tilt dans sa mémoire. Voilà, ça fait tilt dans sa mémoire. Et puis, on peut même douter, j'espère que le lecteur doute qui a la bonne conception. Parce que c'est une discussion à armes égales pour montrer justement que l'amour est un sentiment parfaitement universel. Il n'y a pas de meilleure culture en matière d'amour ou de pire culture en matière d'amour. C'est à peu près les mêmes perceptions. Et ce qu'il faut juste essayer de faire, c'est essayer de libérer cette énergie-là. Parce que moi, je le crois, je pense que c'est une banalité très ordinaire de le dire. Quand l'amour est un état de grâce comme ça, que ça touche les gens, c'est un sentiment qui peut être très fort et que c'est un sentiment qui rend les gens heureux, sereins, épanouis, enthousiastes.
Et moi, j'irais même plus loin pour vous dire, mon cher Arona, je pense que ce qui manque parfois dans ce pays, le Sénégal, et pas qu'au Sénégal, c'est justement l'expression de l'amour. Si dans toutes nos problématiques, nos rapports aux autres, nos rapports aux enfants des rues, nos rapports parfois aux gens qui sont frappés par les inégalités économiques les plus dures, les injustices, tous ces malades que l'on voit dans les hôpitaux qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les ressources, nos rapports aux autres, si on avait créé une certaine forme d'empathie nationale, pour essayer de prendre en charge toute cette détresse, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. L'amour, c'est pas juste les relations entre les hommes et les femmes. L'amour, c'est un écosystème beaucoup plus vaste. C'est un tout. C'est un tout, exactement. Vous venez de le dire, c'est un tout. Et ce tout-là, si on ne réfléchit pas dessus, on ne règle pas les questions sociétales. Maintenant, dans ces relations mère et fils, j'ai pas envie de prendre parti, mais finalement, on a l'impression que tout a un sens. Le narrateur élevé dans un silence, comme il l'appelle, né dans un environnement social où les ragots désirer l'enfant plus que le couple lui-même, ce fut son principal legs familial. Le silence, ça, c'était avant sa naissance. Ouais. C'est exactement ça. Il est né dans ces conditions-là. Oui, il est né. Mais encore une fois, vous savez, c'est un jeu de miroir. Je pense que les auditeurs, peut-être, pourront le voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a reçu dans notre famille en termes de valeurs affectives? Qu'est-ce qu'on nous a dit sur l'amour? Vous faites cette expérience-là. Essayez, à travers vos amis, à travers vos fréquentations, de leur poser cette question. Dans votre famille, comment l'amour s'exprime? Moi, en tout cas, dans la mienne, c'était le silence. Je ne doute pas un seul instant. Je veux dire que les parents aiment leur enfant. C'est une banalité de le dire. C'est évident. Je veux dire. Mais on ne l'exprime pas. On ne l'exprime pas. On ne l'exprime pas. C'est quelque chose d'évident, quasiment. Mais vous savez, si vous tenez à quelqu'un très fort et que vous ne lui dites pas régulièrement, si vous ne lui montrez pas de signes et tout le reste, d'autant plus qu'il y a cette pudeur-là aussi, très écrasante. Les transports affectifs dans les couples, on ne les voit plus et ils sont cachés. On parle d'affaires de Toubab, quand on extériorise cet amour-là. Alors, je ne pense pas que ce soit une affaire de Toubab. Si vous regardez, vous savez, les cultures Laobé, les cultures Wolof, les cultures Peul, chacun a un secret de l'intimité. Je veux dire les accolades. Oui, oui, c'est des accolades. Les mots doux, quand on le fait au Sénégal, dans nos cultures, c'est pas... C'est dommage. Parce que vous savez, l'empathie n'appartient pas aux Blancs. L'amour n'appartient pas aux Blancs. L'affection n'appartient pas aux Blancs. Donc voilà, moi je pense que d'ailleurs dans les sociétés sénégalaises, dans beaucoup de cultures, c'est juste que c'est des proportions. Mais c'est des choses qui se vivent. Les parents aiment leurs enfants. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir des enfants qu'on ne peut pas aimer, ou quand on leur donne aucun capital d'amour, on les lâche dans la jungle de la vie. Ils ne sont pas à l'abri de se perdre. Et il y a une donnée peut-être qui nous aide à un peu comprendre la psychologie de cette chose-là. Cette donnée-là, c'est la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, elle est insidieuse. Quand on n'a rien à donner parfois à son enfant à manger, un horizon et tout le reste, même l'amour finit par en quelque sorte disparaître. Parce qu'il y a une forme de honte, d'humiliation. Et c'est pourquoi, comme je vous le disais au début de l'émission, le livre est un tout. Et justement, l'amour est juste une porte d'entrée. Et dans cette porte d'entrée-là, on arrive à visiter un peu tous les compartiments en fait, de nos psychologies internes, de nos doutes, de nos fragilités, de nos humiliations, et des questions qui ne sont pas tabous du tout, dont il faut parler. Parce que je pense que la culture du dialogue, vrai, véridique, sans filtre, c'est comme ça qu'on respecte l'autre. C'est parce qu'on considère l'autre comme un semblable, comme un égal, qu'on peut lui parler pour lui dire une certaine forme de vérité. Et c'est comme ça, je crois, qu'on essaie de cultiver la bienveillance. Et notre mâle noir ne lâchera rien. Il désire un peu d'amour sur cette terre. Il veut au moins croire en son existence. N'est-il pas dans ce cas en train de se mentir lui-même, du nakhbopam? Et je vous laisse, Elgas, lire cette réflexion de notre narrateur sur l'amour. Nous sommes à la page 77. 14 janvier 2018, Clamart. Si j'étais probablement incapable d'aimer, il était en revanche presque sûr qu'on ne m'avait jamais aimé. Aussi loin que je me souvienne, on ne m'avait jamais offert un grand amour. Ça au moins je le sais. Avec Sylvie et Roselyne, je ne crois pas avoir été bien pourvu. Je ne fus, je crois, qu'un recours pour elles, potentiellement un jouet chatoyant, parsemé d'espoir pour l'une, et un jardin secret de jeux interdits pour l'autre. Dans les deux cas, le pacte avec elles était plus ou moins scellé dès le départ.
L'amour véritable était un luxe trop cher que l'on ne voulait ni pouvait se payer. Dans mes accès d'humanité, je me disais que j'aurais sans doute aimé si on m'avait aimé. J'aurais certainement pu, en voyant tous les sacrifices de l'autre, toute la beauté de l'offrande amoureuse, développer une gratitude, forme élémentaire d'un amour, même à l'état d'embryon. L'amour devait bien avoir quelque chose de cela, une forme de miroir, de réciproque, que le temps cultive et entretient. L'amour véritable d'une personne, quand on le vit, doit faire battre le cœur sans cesse, l'envahir et le posséder, l'étouffer au besoin, le détruire même, être offert dans sa fulgurante et prodigieuse nudité. Tout cela, me dis-je, ne peut laisser tout à fait indifférent. Les êtres frappés par cette grâce sont appelés à être sensibles. J'avais mûri cette conviction par défaut, par recours. Tout cela était sans doute hypothétique et tout compte fait parfaitement naïf. L'amour devait bien tenir d'une forme de contrat, d'obligation. À tout le moins, d'une incitation à retourner, sinon à faire autant, au moins pareil. J'observais bien souvent que ce déséquilibre était défavorable aux femmes. Leurs dons si vifs, si exclusifs, si tsunamiques, étaient des invitations troublantes et intimidantes qui produisaient les retours suspects des mâles. Tous les gens que j'avais observés semblaient marcher à ce précepte. L'amour pouvait commencer en apothéose, c'est bien une possibilité. Mais souvent, l'amour, c'est l'habitude. Merci Elgas pour cette lecture. Comme ça, l'amour parfait n'existe pas. Si on le dit entre les lignes, il fallait faire semblant, respecter un contrat, ben c'est tout. Oui, alors justement là, le narrateur se fait une réflexion. Il se ment un peu, il se dit pourquoi il n'aime pas, peut-être qu'on ne l'a pas aimé, peut-être parce qu'on ne lui a pas montré ce que c'était l'amour, peut-être que s'il avait été aimé par une femme, en quelque sorte, très fort, il aurait pu essayer d'avoir une certaine forme de réciproque. Et justement, il fait une réflexion justement sur cette relation à l'autre. Est-ce que si on attend d'être aimé pour être aimé, est-ce que c'est spontané finalement? C'est pas spontané, c'est parce qu'on essaie de calculer pour voir comment s'ajuster à l'autre. Donc c'est cette réflexion-là, il est en plein doute. Et justement, dans tout le livre, le narrateur n'est jamais sûr de rien. Tout lui échappe. Je veux dire, quand il croit être heureux, tout s'en va. Et quand il croit être malheureux, il y a une lumière de bonheur qui est possible. Et c'est peut-être de ça une expérience commune de tout le monde. On attend parfois le succès, on attend la gloire, on attend le bonheur, on attend un enfant. Voilà. Et parfois le destin nous sourit, parfois le destin ne nous sourit pas. Et le jour où on n'y croit absolument pas, où on est prêt à se jeter à l'eau en disant « ouais, de toute manière, on est foutu, on est maudit », et bien là, il y a une petite lumière qui s'allume quelque part. Et là, vous savez, on peut être le plus rationnel du monde, mais là, pour le coup, le discours religieux, qui donne toujours une certaine forme de force et d'espoir, est très fort là-dessus. Parce que bon, comme on le dit, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Elgas, invité d'École en question sur Radio Sénégal. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Ovadia Mal Noir votre premier roman. Elgas, votre roman pose de véritables sujets de société, des sujets qui agitent aujourd'hui le monde. On ne va pas tout déflorer encore une fois pour donner une chance à nos auditeurs de pouvoir lire ce roman. Mais il y a le mouvement décolonial, le racisme, l'immigration. Cette immigration, justement, celle qui vous inquiète le plus, c'est celle, dites-vous, des cerveaux, entre autres. Est-ce qu'elle dit de la violence symbolique de nous, de notre départ, de notre fuite, de notre quête? Oui, alors je le constate malheureusement. Vous savez, on a un point commun dans ce pays. Ceux qui partent très très souvent, c'est la catégorie la plus aisée. Que ce soit les hommes politiques qui ont de l'argent, qui ont des accointances, qui ont des relations, qui peuvent partir avec les visas et tout le reste. Que ce soit d'ailleurs des barons aussi du monde religieux et du monde culturel qui peuvent aussi partir. Que ce soit les acteurs économiques qui ont beaucoup de ressources. Que ce soit des familles parfois qui peuvent envoyer leurs enfants là-bas pour des vacances ou pour des études et tout le reste. L'immigration, c'est l'affaire de la classe supérieure sénégalaise essentiellement. Après oui, on a des histoires beaucoup plus tragiques, des histoires beaucoup plus douloureuses, de personnes qui sont pauvres, qui sont sans ressources et qui économisent pendant très longtemps et qui vont essayer de tenter l'immigration, parfois au péril de leur vie. Souvent aidés par toute une famille. Déjà, souvent délégués d'ailleurs par des familles pour essayer de ramener la prospérité dans la famille. Donc vous voyez,
Donc, il faut essayer de voir que jusqu'à présent, on a une forme d'idéalisation et d'association de la prospérité, du succès à l'Occident. Et forcément, ça produit une fuite des cerveaux, une fuite de ce qui est très très dynamique dans ce pays. Mais vous savez, même pour partir par les pirogues, on paye de fortes sommes pour y aller. De fortes sommes. Et ces fortes sommes, il faut avoir la capacité de les avoir. Si on fait un peu de sociologie, l'essentiel des gens qui partent, la grande majorité des gens qui partent, appartiennent plutôt à la haute société sénégalaise, à la moitié la plus favorisée. Les gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas l'espoir, qui ne peuvent même pas élever leur tête au-dessus de leurs conditions, ils ne peuvent pas partir. Vous savez, c'est pourquoi partir, c'est souvent deux choses. On part quand on a les moyens et on part quand on n'a pas le choix. C'est ça la question des réfugiés, par exemple. Les réfugiés qui sont accablés par un conflit, ils ne partent pas par gaieté de cœur. Ils partent parce qu'ils ont été délogés, parce qu'ils risquent leur vie. Et très souvent, quand ils partent pas loin. Ils partent juste à côté. Et là, il y a une statistique qui est importante. Vous savez, la plus grande immigration africaine est intra-africaine. Les gens partent d'abord en Afrique. Les Guinéens partent au Sénégal. Les Sénégalais partent parfois au Nigeria, au Congo et tout le reste. Donc l'immigration est d'abord intérieure. Ça, on va toujours chercher un peu là où l'herbe est plus verte. C'est quelque chose de très mammifère, quelque chose. C'est quelque chose qui nous rassemble avec les bovins. Mais est-ce finalement à dire qu'il y a eu échec quelque part, échec de nos politiques avec cet aveu implicite d'aller chercher ailleurs ce que nos pays sont incapables de nous offrir? C'est hélas ça le problème. Et d'ailleurs, je pense que dans mon premier livre, Un deuil des mœurs, c'est la problématique. Ouais. Moi, c'est la pauvreté qui m'avait frappé. Vous savez, au Sénégal, on s'est complu de manière générale à une forme de résignation et de fatalisme. C'est-à-dire la pauvreté, les gens ne la voient même plus. Elle choque, mais elle fait partie du décor maintenant. Voilà, elle fait partie du décor. Il y a beaucoup de victimes, justement, de cette situation qu'on retrouve à l'intérieur du pays, qu'on retrouve aussi à Dakar. On peut voir les inégalités. À Dakar, d'un quartier à un autre, d'un immeuble à une autre maison, on peut voir deux Sénégal cohabiter. Un Sénégal très prospère, un Sénégal très très pauvre. Moi, c'est pourquoi c'est la question qui m'avait intéressé dans mon premier livre. Essayer d'expliquer comment on pouvait analyser la question de la pauvreté, d'où ça venait. Donc du coup, ce livre-là, j'en parle moins parce que ce livre n'est pas ancré au Sénégal, il est ancré, on va dire, un peu partout. Un peu partout. Et c'est ça le problème, il y a un échec. L'échec, je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. L'échec des politiques, c'est un marronnier en quelque sorte. On appelle ça un marronnier dans le journalisme. C'est-à-dire c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Donc voilà. Mais voilà, on n'est pas là pour faire forcément un diagnostic de ça très finement. Mais très souvent, vous savez, quand vous avez tout chez soi, quand vous avez tout chez vous, vous n'avez pas envie de partir. Quand on part, c'est pour faire du tourisme, par exemple. Exactement. Voilà. Et le tourisme, c'est très temporaire. On revient très souvent. Abandonné mal aux pieds, réfugié, fatigué de marcher en janvier. Aller là-bas voir l'île Saint-Louis. Le flux des hommes s'enchaîne sur les bancs, s'enchaîne sur les bancs. Ils vendent des tours Eiffel en souvenir. Filature, préfecture, à mourir. Abandonné, comme une eau qui s'écoule, qui s'en va. Un triste Paris, sous les ponts de Paris. Réfugiés. Des bateaux mouchent la Seine, des crues et des larmes. Réfugiés. Et quand on revient aux intellectuels, pourquoi alors quitter cette terre natale, même s'ils sont défendent ces intellectuels, que sans le vouloir, ils partent s'habiller des codes d'un pays qui se trouve être le bourreau de leur estime d'eux-mêmes? Oui. Vous savez, les intellectuels militent. Les intellectuels sont dans une relation très complexe, parfaitement parfois schizophrénique avec la France. C'est un pays qu'ils détestent pour l'ascendance coloniale, pour la grande histoire violente. Mais ils y vont aussi. Parce que vous savez, vous regardez tous les intellectuels sénégalais, en tout cas qui ont eu une renommée, leurs éditeurs sont français, le réseau de distribution de leurs livres est français, ceux qui les invitent sont français.
ils sont d'abord souvent mieux connus en France qu'au Sénégal. Voilà, je suis sûr aujourd'hui, vous allez dans un village des Kalounaï en Casamance, vous leur parlez de Léopold Sédar Senghor, ou vous leur parlez d'un écrivain moderne, voilà, Fatou Diom, ils le connaissent moins. C'est pour vous dire la grande problématique, alors que quand vous allez en France aujourd'hui, vous leur parlez de Boubacar Boris Diop, Souleymane Bachir Diagne, ils les connaissent très bien. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire nous sommes obligés de cohabiter dans une langue qui n'est pas la nôtre. On parle français, c'est pas notre langue. Donc forcément, il y a une forme de frustration de ne pas être dans la souveraineté absolue. Et ce conflit-là, il est permanent chez les auteurs et chez les intellectuels. C'est pourquoi eux aussi ils partent, mais vous savez, les intellectuels sont comme tous les autres. Les gens cherchent des conditions de vie meilleures. Si vous dites à un Sénégalais que vous croisez dans la rue, qu'il soit intellectuel ou pas, je vous donne un visa pour aller en France, aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre. Vous aurez un meilleur salaire, vous aurez la capacité de construire chez vous, vous aurez la capacité d'aider vos familles. Je vous dis que 90% des gens auront tendance à prendre ce visa-là, même s'ils ont des boulots d'ailleurs ici. Donc ça dit un échec. Et vous savez, voilà, les intellectuels, moi je ne suis pas pour qu'on sanctifie les intellectuels. Les intellectuels sont comme tous les autres. Il ne faut pas essayer de les prendre comme des gens supérieurs ou des gens absolument formidables. Il y a des intellectuels bons, mauvais, comme il y a des journalistes bons et mauvais. Il y a des femmes de ménage qui sont bonnes ou mauvaises. Voilà, la vie est telle. Je pense qu'il faut, comme vous le faites, les intellectuels, il faut discuter avec eux. Essayer de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Essayer de le vulgariser et essayer de les pousser dans le retranchement. La culture de la confrontation et du débat, je pense que ça manque dans ce pays. Maintenant, parce que tout est complaisant. Est-ce que vous comprenez un peu ces rivalités-là entre ces intellectuels-là qui ont préféré partir et les nationalistes, les activistes qui restent ici au Sénégal, en Afrique? Oui, ce sont des rivalités, mais vous savez, les rivalités, il y en a partout. Les rivalités, il y en a partout, il y en a dans tous les domaines. Vous savez, vous allez dans une entreprise, il y a des rivaux, il y a des gens qui ont envie de monter dans l'échelle, d'autres qui ont envie de monter, forcément il y a des frictions, il y a des problèmes parfois d'incompétence ou d'incompatibilité, pardon, pas d'incompétence, d'incompatibilité des humeurs. Donc ça, c'est normal. Alors oui, c'est vrai que les intellectuels, parfois, qui sont très attachés à la France, peuvent avoir des critiques d'activistes qui sont ici. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je suis pour le dialogue. Je suis pour le débat. Le débat peut même parfois être brûlant, frontal, brutal. Mais tant qu'il est courtois, moi, il me va. C'est-à-dire avoir de la courtoisie, avoir de la cordialité. On peut ne pas être d'accord, mais on peut discuter, essayer de boire un thé ensemble ou un bissap après. Parce que l'idée, c'est que je n'ai pas en face de celui qui ne pense pas comme moi un ennemi. Mais j'ai quelqu'un qui pense juste différemment. Et on a vocation à cohabiter et à vivre ensemble. Donc moi, je suis pour cette conception du débat-là. Et je trouve qu'à la fois dans les médias, dans l'université, dans les cercles intellectuels, cette culture du débat, sans les insultes, sans l'hostilité, c'est ce qui a disparu et c'est ce qui est en train de disparaître dans ce pays, où justement la violence est en train de prendre le dessus. Les gens n'arrivent plus à s'écouter. Chacun pense avoir raison. Chacun pense devoir écraser l'autre. Alors que si je ne suis pas d'accord avec toi, ton avis n'est pas moins bon. Il n'est pas moins légitime, c'est juste que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais heureusement qu'on est dans un pays où 16 millions de personnes ne peuvent pas être d'accord, parce qu'on serait vraiment emmerdé si tout le monde pensait comme ça. Et aujourd'hui, quand vous voyez des étudiants qui vont jusqu'à arracher le micro à l'enseignant, qu'est-ce que ça vous fait, Elgas? Ça me fait peur. Ça me fait peur et ça me choque, ça me blesse. Parce que je pense que l'université de Dakar, moi je connais bien le système éducatif et le système universitaire sénégalais. L'université de Dakar, à la fin des années 80 et des années 90, et depuis sa naissance, c'est un sanctuaire merveilleux. Mais moi j'ai été en 2014 déjà assez frappé quand les étudiants ont voulu attaquer Souleymane Bachir Diagne. Voilà. Donc c'est cette culture de la violence. C'est cette culture de la violence. Mais c'est parce que cette culture de la violence, elle le nourrit par beaucoup de choses. Elle le nourrit par les inégalités aussi. Je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut essayer de remettre sur la table. Une culture de la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est apprendre aux gens à penser eux-mêmes, à être indépendants. C'est-à-dire quand on leur propose des situations, avec leur manière de penser, leur manière de voir, leur indépendance, ils arrivent à penser, essayer d'être rationnels et tout le reste. La deuxième chose, c'est cette culture de la confrontation bénéfique. La troisième chose, c'est l'horizon commun, quoi. On est dans ce pays-là et on cherche en fait l'inclusion de tout le monde. Voilà. On peut cohabiter autour des valeurs supérieures. Idéalement, c'est ce qu'on appelle la République.
Mais la République est en train d'être mise à sac, malheureusement, par ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est vrai que moi, ça m'inquiète, mais je ne veux pas perdre tout à fait espoir. Alors, au mois de mars dernier, le Sénégal a traversé des moments difficiles de la France où vous étiez. Quel a été votre sentiment de voir votre pays frappé par une telle folie? J'ai été surpris par l'ampleur des manifestations, des destructions, de la colère qu'il y a. Vous savez, la colère est saine. La colère, elle est saine. La colère devant les injustices. Vous, si vous voyez des injustices dans la rue, ça vous choque là. Donc moi, ce n'est pas les motivations qui m'inquiètent. Mais je ne vais pas aller très très loin parce que j'ai écrit un texte sur ça. Sur l'affaire qui a déclenché, ces manifestations. J'ai écrit un texte que vous pouvez trouver sur CNE+, que vous pouvez trouver sur mon mur sur Facebook, sur Adji Sarr et Sonko. Je prenais la défense d'Adji Sarr et la défense de Sonko. Voilà, pour la recherche de la justice. Mais justement, on n'a pas eu le temps de pouvoir en discuter sereinement. Une certaine forme de violence, les gens étaient dans une fièvre destructrice, mais ça, c'est une frustration longuement tue, en quelque sorte, dans la société, et qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs. Vous savez, il y a une dizaine d'années, dans beaucoup de pays africains, il y a eu ce qu'on appelait les émeutes de la faim. Les gens ont foncé dans la rue, ont pillé des magasins, ont brûlé. Mais ça, c'est de la germe de révolution. De temps en temps, qu'il y ait des agitations pour une quête démocratique dans un pays, c'est bien. Mais le principal ennemi, c'est la violence. Parce que je pense que c'est 13 vies, c'est très lourd comme bilan. 14 vies, c'est très lourd. Les destructions, l'inquisition, la suspicion et tout le reste. Et ça rejoint ce que je disais avant. Si on pouvait avoir une discussion sereine, où chacun peut discuter, donner son avis sans être condamné, peut-être qu'on empêcherait les violences. Le Mal Noir questionne son identité et justement la mouvance identitaire en France. Vous vivez là-bas, ne se réduit plus à l'extrême droite et aux électeurs du Rassemblement national. Des intellectuels issus de la gauche comme André Berkoff ou Alain Finkielkraut développent aujourd'hui une propagande identitaire. Tout cela vous fait peur? C'est un sujet très long que je connais plutôt bien pour m'être assez documenté, pour avoir moi-même écrit sur ces questions-là. On ne peut pas en 10 minutes faire l'histoire, on va dire, de la radicalisation, on va dire, du discours en France. Mais on peut dire que la même matrice, c'est ce qu'on retrouve aussi ici. En France, il y a quelque chose qui n'appelle ces soldés. Moi, j'appelle ça le passif colonial. Quand vous avez un pays qui, pendant des siècles, a assujetti d'autres pays, leur a fait subir l'injustice, le racisme, la violence physique et symbolique, et qui reçoit sur son sol les enfants, les héritiers des gens qui ont subi ces violences-là, forcément, il y a parfois des querelles identitaires. Et ces querelles identitaires-là, elles sont en train d'agiter la France. Et c'est vrai qu'on assiste à un déplacement des lignes, comme vous l'avez dit, Alain Finkielkraut, André Berkoff, des icônes, on va dire, de la gauche traditionnelle et qui finissent par flirter avec l'extrême droite. Et l'extrême gauche aussi qui radicalise son discours et tout le reste. Il y a de l'instrumentalisation, mais encore une fois, il n'y a pas de débat. Mais tous ces sujets-là, c'est bien de les connaître et de ne pas en parler de loin. Il faut toujours... Moi, je me méfie des gens qui parlent du Sénégal sans le connaître. Et je me méfie aussi des gens qui parlent de la France sans la connaître. Vivre dans un pays, c'est percevoir un peu les lignes de fracture au quotidien. La France a subi depuis 2015 une série d'attentats. C'est le pays le plus touché en Europe, qui ont fait quasiment 400 morts. C'est un bilan très lourd. La France a été relativement épargnée. Il y a eu des attentats. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de la France, qui sont nés en France et qui ont envie de faire des attentats pour tuer d'autres Français. Vous savez. Comment réagir face à cela ? Il faut réagir de manière ferme. Mais la tentation de beaucoup de gens, quand il y a des problèmes, c'est parfois de faire des amalgames. Parfois, les gens qui créent les conflits veulent le susciter. Vous savez ce que c'est qu'un attentat terroriste ? Un attentat terroriste, ce n'est pas de la violence. Si quelqu'un tue une personne dans la rue, ce n'est pas un attentat. Si quelqu'un tue dans la rue avec une revendication politique, c'est un attentat. Quand l'État islamique tue des Français en disant que la France, par exemple, est un pays de kafirs ou de koufars, comme ils disent, et tout le reste, c'est un acte politique. Comment la France doit réagir ? Elle doit avoir avec l'intelligence de réagir fermement, mais en ne disant pas que tous les musulmans sont problématiques. C'est là où on a des perceptions du discours, d'autant plus que la France a un système qui est un système unique.
au monde quasiment, c'est le système de laïcité. La laïcité française, elle est très très mal comprise. Sa lecture bienveillante, c'est quelque chose de très très inclusif pour beaucoup de gens, pour le respect de la pratique religieuse, de la liberté de conscience. Mais justement, l'État est neutre. L'État ne subventionne ni n'aide des cultes ou des religions. C'est pourquoi, pour parler de ce sujet-là, il faudrait quasiment sans doute une émission totale et puis discuter avec des acteurs directs qui connaissent ce sujet-là. En tout cas, dans vos productions littéraires, vous nous présentez la réalité dans toute sa splendeur, la preuve d'un Dieu et des mœurs. Donc, ce carnet de voyage au Sénégal, votre premier ouvrage, vous y décrivez une société sénégalaise emprisonnée dans ses croyances, la tradition et la religion dont le peuple se voile pour fuir ses responsabilités et se lâcher paradoxalement de ses opprobres. Pour vous, alors, c'est un déni de la réalité? Oui, c'est plus qu'un déni. Vous savez, les problématiques sur la religion et la culture sont des problématiques dures parce que c'est les adhésions et les références des gens. Les gens, si on leur demande à quoi ils tiennent le plus, ils diront leur religion. Voilà. Mais on doit réfléchir de manière rationnelle. Est-ce que les gens qui prient, qui croient, le font bien en fonction des tests, en fonction des textes, en respectant les codes, en respectant les autres et tout là. Je trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'affichage religieux. L'affichage, c'est l'exhibition. Mais l'exhibition n'est pas la vraie foi. La vraie foi est très souvent beaucoup plus discrète, beaucoup plus intime. Elle n'a pas besoin de publicité dans la rue. Elle n'a pas besoin d'être montrée forcément. La relation à Dieu ou la relation à la religion, c'est une relation assez intime et assez discrète. D'ailleurs, si vous voyez le soufisme est un courant ésotérique de l'islam qui est né il y a très longtemps, qu'on retrouve au Pakistan, qu'on retrouve en Indonésie, qu'on retrouve même en Arabie et qu'on retrouve dans les pays africains. Le mouridisme est sans doute l'une des figures les plus charismatiques, la Tidjaniya aussi, la Qadriya aussi. C'est le soufisme, et le soufisme prône plutôt de la discrétion. Mais nous, ce qu'on voit, et c'est ce dont je parle dans Dieu et des morts, c'est un commerce la foi. C'est une certaine... Maintenant, on a des marabouts très tape à l'œil, qui ont beaucoup de fortune, voilà, qui veulent peser sur qui ne sont plus dans la formation des âmes et des esprits, mais qui sont dans le discours politique et parfois dans le discours commercial. Et ça, on est en train de se décoller du message originel de la religion. C'est pourquoi je ne parlerai pas de déni. Le sujet est complexe, le sujet est difficile. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens l'esquivent. Voilà. Si vous parlez de la religion en essayant d'être véridique ou d'être ferme, les gens vous traitent de blasphémateur, on essaie de vous attaquer. C'est pourquoi les gens essaient de fuir. Mais je pense qu'il faut respecter les croyants, ne pas les prendre pour des gens qui ne sont pas intelligents. La foi ne peut pas être uniquement dans le suivisme. Il doit être dans la connaissance des textes et des enseignements et dans la relation rationnelle avec Dieu. Personne ne pourra faire accéder personne au paradis. C'est une forme de relation intime avec Dieu, avec la croyance, avec la connaissance. Et arriver à parler de ça, c'est-à-dire, on a un trop plein de Dieu dans ce pays et un vide de Dieu en même temps. C'est ce qui est assez paradoxal. Partout où l'on parle de Dieu, vous regardez, très souvent les Sénégalais sont les plus durs avec eux-mêmes. Ils disent, oui, mais ce pays, la mentalité est mauvaise, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de... Voilà. Et le vendredi, ils sont tous là à se serrer la main à la mosquée. Personne n'est coupable de rien. C'est-à-dire, ce que les gens disent et ce qu'ils font peut être complètement différent, mais ça ne leur pose aucun problème. C'est ça le problème. La cohérence, c'est important. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un de ne pas faire ceci, et que par ailleurs, toi, tu le fais en cachette, en quelque sorte, tu peux peut-être échapper à la vigilance des gens, mais tu ne peux pas échapper à la vigilance de l'être suprême. Ça, c'est la religion, mais aussi dans les actes de la société du jour, c'est aussi ça. Mais c'est exactement... Le Sénégal, le masque là. Oui. C'est l'illusion. C'est l'illusion du discours performatif religieux, alors que dans les faits, on n'est pas comme ça. Et ça déteint dans tous les autres domaines, que ce soit le domaine politique, le domaine sportif, le domaine commercial, le domaine sociétal, et dans tous les segments. Et tout là. J'ai écrit mon premier livre pour une simple question. Moi, je suis frappé par la question des enfants des rues des talibés. Les talibés, oui. Voilà. L'essentiel du livre parle de ça. Voilà. Comment on peut laisser des enfants de cet âge errer dans la rue, toute la société l'admet et le voit. Dans quel texte coranique, dans quel hadith du prophète, dans quelle prière est-il écrit qu'il faut laisser des enfants mendier pour apporter de l'argent à quelqu'un? Il n'y en a pas. Le 5e pilier de l'islam, c'est la zakat.
La zakat, il y a une condition. C'est quand on peut, on donne. Mais ce qu'on voit avec les enfants des rues, ça s'appelle de l'esclavage. Tout bonnement. Et si on n'arrive pas à le désinstaller, c'est parce qu'il y a des lobbies religieux qui sont là. Vous savez, si vous demandez aux Sénégalais, tous qui ont des enfants, est-ce que vous voulez que votre enfant aille dans la rue? Il dira non. Mais par contre, on accepte que les enfants des autres le font. Pardon. Oui. Est-ce pour ces raisons-là que vous écrivez, Elgas? C'est essentiellement pour ces raisons. J'ai dédié mon premier livre aux enfants des rues. J'ai fait mon premier livre sur le Sénégal, sur cette question religieuse, sur la question sociétale, sur la question de la pauvreté. C'est un livre qui m'a valu d'ailleurs pas mal de reproches, pas mal de critiques, parce que parfois quand on jette un pavé dans la mare, ça fait des vagues dans l'eau, c'est normal. Mais je pense qu'il faut parfois être un peu courageux. Parfois, voilà, défier la catastrophe, ou défier parfois les inquiétudes, tout en se prémunissant de quelque chose qui me paraît essentiel, c'est le respect et la courtoisie. C'est-à-dire toujours, quelle que soit la rencontre où on est, essayer de discuter de manière pédagogique, essayer d'expliquer ce qu'on fait. On donne de la matière aux lecteurs, on ne leur dit pas ce qu'ils ont à faire. Eux, ils lisent, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Ils disent ça, je prends, ça, je prends pas. Ça, j'améliore avec mon expérience personnelle, ça, je laisse tomber. C'est comme ça la vie, c'est ça la liberté de conscience. Maintenant, 6 ans après, est-ce que ça a changé, ça a évolué? Hélas, je crois pas. C'est bien ça le pire, je crois. Ça n'a pas énormément changé, et si je suis pessimiste, je dirais même que ça a un peu empiré. Ça n'a pas véritablement changé. Mais, comme toujours, moi j'ai toujours bon espoir. Peut-être que le déclic viendra, je ne sais où, je ne sais qui, mais j'espère que ça arrivera un jour. Et pour en revenir à l'écriture, vous dites que c'est un moyen de raconter et de se raconter. Oui, c'est un moyen de raconter. Vous savez, vous êtes journaliste. On dit souvent, c'est une formule banale maintenant, que des étudiants du CESTI doivent bien connaître. Les journalistes sont les historiens du présent. Voilà. C'est-à-dire, on essaie de compiler des choses, de mettre à disposition des gens pour... Voilà, quand on fait un journal d'information, c'est pour dire aux gens ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le pays. Et après, on laisse les auditeurs, on laisse les téléspectateurs savoir ce qu'ils ont à faire à partir de la matière qu'on leur donne. Ce qui diffère avec la littérature, c'est des cours d'ailleurs de journalisme, parce que j'ai été journaliste. C'est comprendre, réécrire et raconter. Comprendre l'information, la réécrire, la mettre en scène. Quand on est à la radio, on a un ton, on a un angle, on a une manière de parler, on a une écriture radiophonique qui est très souvent beaucoup plus courte, beaucoup plus percutante, parce qu'il ne faut pas faire de longues phrases qui perdent les auditeurs. Et puis raconter. Raconter, c'est la manière d'incarner les choses. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence de charisme entre les journalistes. Voilà, les journalistes qui prennent l'écran, qui par leur voix ont marqué, je veux dire, des générations. Aujourd'hui, les gens qui sont nés dans les années 80 ou dans les années 70, ils connaissent très très bien Martin Fay, parce qu'il a été associé au Génie en herbe. Les gens connaissent Sadakan, parce qu'il a été pendant longtemps l'intervieweur vedette, je veux dire. Voilà, les gens connaissent Ambroise Gomis, parce qu'il l'associe, voilà, les gens connaissent Aziz Samb, les gens connaissent Mamadou Malaye Diop. Tous ces grands noms, les Tidiane Barry, voilà, les Miniel Barreau, je veux dire, on a grandi avec ça. Et ce que ces gens-là ont, c'est une manière de comprendre, de réécrire et de raconter. Et j'en profite pour rendre hommage. Très souvent, on critique la RTS. Très souvent, on attaque la RTS. La RTS a été une très grande école où sont passés d'excellents journalistes. D'excellents journalistes. Vraiment. Et cette tradition, elle continue. Moi, je regarde moins, malheureusement, la RTS aujourd'hui. Mais j'ai grandi avec des gens qui m'ont donné envie de faire du journalisme. Et j'avais un amour tout particulier pour Mamadou Malaye Diop et pour Sadakan, entre autres. Et l'écriture aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous rapporte? Oh, vous savez, l'écriture n'est pas utilitaire. Quand on a une boutique, on vend des articles, c'est pour avoir de l'argent. L'écriture, on ne s'enrichit pas avec. Ce qu'on peut avoir, c'est avoir une voix peut-être, et encore, c'est pas gagné. Mais l'écriture, c'est une forme de quête et de partage et de dialogue. C'est-à-dire, c'est une discussion à travers des livres interposés avec des gens. Et ça, c'est une richesse d'être écouté ou d'être lu. C'est un grand honneur. Après, parfois, oui, on peut arriver à vivre de son œuvre, on peut être connu, on peut être invité. Aussi, c'est quelque chose de très agréable. C'est grâce à mon livre que je suis sur ce plateau. Et je pense que c'est déjà quelque chose de pas mal.
Vous venez donc de publier votre premier roman. Alors, la promotion, où en êtes-vous? Aujourd'hui, comment les Sénégalais jugent votre travail? Alors moi je suis assez agréablement surpris. Les Sénégalais ont plutôt bien reçu mon premier livre. Le deuxième livre, ils le reçoivent, ils le découvrent, ils ne le connaissent pas tout à fait. Je saurai dans les semaines et les jours à venir. Mais en tout cas, il y a un vrai enthousiasme. Je rencontre pas mal de gens qui m'interpellent avec des mots très aimables, avec des compliments sur mes textes que j'écris, sur ce que je dis. Et ça me touche beaucoup et je les remercie du fond du cœur. Et donc, cette fois-ci, pour une fois, je commence le lancement du livre ici. Je vais repartir en France et après, il y a la promotion aussi en France. Et très certainement, d'ici la rentrée, je reviendrai au Sénégal pour en reparler. Et cette fois-ci, quelques personnes l'auront lu. Et on aura une discussion beaucoup plus riche. Alors, votre dernier mot avant de conclure. Je vous remercie beaucoup. Je trouve l'école en question comme émission que c'est un très beau concept. C'est très beau. Là, je pense que justement l'école à la télé ou l'école à la radio, en quelque sorte, ça crée des émules, ça crée un précédent. Et je ne peux que vous encourager. Et depuis que je suis là, tous les gens que j'ai croisés ont été très bienveillants et très affectueux. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci Elgas. Merci beaucoup car vous devez prendre votre vol dans quelques heures et vous avez tenu à venir partager avec nous, avec nos auditeurs, ces grands moments de littérature de radio. C'est donc la fin de ce présent numéro de l'école en question. Merci à Aïda Diop Faye aux opérations techniques, coordination Arona Gaye, Demba Malik Mbouch, Alpha Sidi, Babacar Ndiaye. Devant ce micro, Arona Diouf. École en question revient dans 15 jours. L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le gouvernement, le QSEMS, des parents, des élèves, des ONG, qui discutent, qui règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière.